L'histoire de l'aviation regorge de machines spectaculaires, aux designs à couper le souffle. Mais il existe aussi un autre côté, des aéronefs qui ressemblaient à des expériences ratées, des prototypes que personne n'aurait dû approuver, des avions qu'en les voyant, on se dit « ça ne devrait jamais marcher ». Et pourtant, non seulement ils ont fonctionné, mais ils ont marqué leur époque. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 de ces merveilles aérodynamiques qui ont brisé tous les moules du design conventionnel. Commençons par un bombardier britannique qui défiait la logique visuelle. Numéro 1. Handley Page. Victor. Pendant que d'autres avions se vantaient de leurs lignes élancées, le Handley Page Victor a opté pour un chemin complètement différent. C'était cet aéronef qui arrivait dans les hangars, et tous se retournaient pour le regarder, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Son apparence frontale suggérait une certaine jovialité, mais vu de côté, il donnait l'impression d'avoir abandonné à mi-chemin. Cependant, derrière cette esthétique peu conventionnelle, se cachait l'une des machines les plus redoutables de l'arsenal britannique pendant les tensions mondiales des années 50 et 60. Ces ailes courbées de manière si particulière n'étaient-elles pas une erreur de conception? Les ingénieurs savaient exactement ce qu'ils faisaient, créer une machine capable de fendre l'air à des vitesses proches de celles du son, tout en transportant la puissance destructrice de l'air atomique. Dans le contexte de la guerre froide, ce design ne représentait pas la laideur, mais la suprématie technologique. Des années plus tard, quand les tensions se sont relâchées, le Victor a démontré sa polyvalence en devenant une station-service aérienne. Imaginez cette créature ravitaillant en combustible des chasseurs en plein ciel lors d'opérations critiques comme celles vécues dans l'Atlantique Sud. Les pilotes, malgré les moqueries que pouvait recevoir le design, louaient constamment son comportement en vol. Il était stable, prévisible et fiable. Comme un athlète qui ne gagne pas de prix de beauté, mais domine complètement sa discipline. Si le Victor vous a surpris, préparez-vous à découvrir ce que la France a apporté au monde. Un avion qui semblait assemblé dans une quincaillerie. Numéro 2, Breguet 941. Les Français nous ont offert le Breguet 941, une machine qui posait la question: est-il possible que quelque chose d'aussi peu aérodynamique vole vraiment? En le regardant sous n'importe quel angle, on avait l'impression qu'ils avaient pris une armoire volante, y avaient ajouté des moteurs et avaient décidé d'essayer de décoller. Sa silhouette carrée et robuste avait autant d'attrait esthétique qu'un électroménager des années 50. Mais voici la magie. Cet appareil pouvait réaliser des manœuvres qui laisseraient à bouche bée des pilotes d'aéronefs bien plus élégants. Sa spécialité était de décoller et d'atterrir dans des espaces qui feraient suer froid n'importe quel autre pilote. Le secret résidait dans sa configuration de moteur. 4 géants turbopropulseurs qui créaient un courant d'air si puissant qu'il l'évitait pratiquement à basse vitesse. Il fut conçu dans les années 1950 comme la solution pour opérer dans des aéroports de fortune. Les stratèges militaires européens et américains furent fascinés par ses capacités. En test, il démontra que les limitations d'infrastructures aéroportuaires pourraient appartenir au passé. Les Américains furent si impressionnés qu'ils considérèrent sérieusement de l'incorporer à leur flotte. Mais comme il arrive souvent avec les innovations révolutionnaires, le monde n'était pas encore complètement prêt à l'adopter. Malgré ses performances exceptionnelles, la reconnaissance universelle lui a échappé des mains. Maintenant, voyageons de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir une bête américaine qui a redéfini le concept de transport militaire. Numéro 3, Fairchild C-82, Packet. Le Fairchild C-82. Packet était le type d'aéronef qui vous faisait vous arrêter et regarder plusieurs fois pour vous assurer que vous voyiez vraiment ce que vous pensiez voir. Avec ses structures latérales jumelles,
et un fuselage central qui semblait avoir été gonflé, il donnait l'impression d'être le résultat d'une expérience génétique entre différentes espèces d'avions. Il surgit dans la phase finale de la Seconde Guerre mondiale comme réponse américaine au besoin de transporter de gros volumes de fret militaire de manière efficace. Et soyons clairs, l'élégance ne figurait pas sur la liste des priorités. Sa configuration était complètement peu orthodoxe. La cabine pilote s'élevait comme une tour d'observation, tandis que l'aire de chargement s'étendait comme l'abdomen d'un insecte géant. Ces structures latérales semblaient avoir été ajoutées par un designer qui avait changé d'avis au dernier moment. Mais sa fonctionnalité était indiscutable. Cette machine pouvait engloutir des jeeps, transporter des pelotons entiers et même charger des véhicules blindés légers à travers des théâtres d'opérations hostiles. Le côté révolutionnaire de son design à structure jumelle n'était pas accidentel. Il permettait l'accès arrière direct pour le chargement, quelque chose de complètement nouveau à son époque. Les véhicules pouvaient être conduits directement à l'intérieur de l'aéronef. Certes, ce n'était pas le plus puissant ni le plus rapide de sa catégorie. Son successeur, le C-119, prendrait finalement sa place. Cependant, le paquet établit des précédents fondamentaux pour le design de futurs aéronefs de transport lourd. Curieusement, Hollywood remarqua aussi sa singularité, en faisant le protagoniste du vol du Phénix en 1965. Il accomplissait sa mission sans cérémonie ni glamour. Et en temps de guerre, c'était exactement ce qu'il fallait. Si vous pensiez que la symétrie était impossible en aviation, préparez-vous à découvrir un aéronef allemand qui a défié jusqu'à la géométrie basique. Numéro 4, Blohm en Voss, BV-141. Le Blohm en Voss, BV-141, ressemble au résultat d'avoir mélangé des pièces d'aéronefs complètement différents sans suivre aucun manuel d'instruction. Sa cabine est déplacée vers un côté, le moteur vers l'autre, et la queue essaie de maintenir le tout ensemble d'une manière ou d'une autre. La première réaction est de penser qu'il a subi un accident pendant la construction. Mais non, cette asymétrie était complètement intentionnelle. Les ingénieurs allemands de la Seconde Guerre mondiale l'ont créé spécifiquement pour les missions de reconnaissance. Leur philosophie de design était directe mais révolutionnaire. Accorder à l'observateur la visibilité maximale possible en éliminant tout obstacle structural de son champ visuel. Le résultat était visuellement déconcertant, mais aérodynamiquement fonctionnel. Les pilotes qui l'ont utilisé rapportèrent qu'une fois surmonté l'impact visuel initial, l'aéronef répondait avec une docilité et une précision surprenante. Il utilisait un moteur radial BMW robuste et fiable, avec une configuration d'aile haute qui, sous certains angles, pourrait sembler conventionnelle. Mais toute autre perspective révélait sa nature complètement expérimentale. La Luftwaffe reconnut ses mérites opérationnels. Il était stable pendant les missions, facile à contrôler et fournissait la visibilité exceptionnelle pour laquelle il fut conçu. Cependant, les réalités de la production en masse jouèrent contre lui. Il existait déjà un autre avion de reconnaissance en ligne de production et l'industrie de guerre allemande ne pouvait se permettre de diversifier les ressources sur quelque chose d'aussi peu conventionnel. Le BV-141 démontra qu'en aviation, les règles traditionnelles peuvent être réécrites quand il y a suffisamment d'ingénierie et de détermination derrière. Cette balade vous plaît-elle dans le plus insolite de l'aviation? Ne ratez pas la suite en vous abonnant maintenant. Chaque semaine, nous explorons plus de curiosités du monde aérien. Tandis que briser la symétrie requiert de l'audace, notre prochaine entrée prouve que la simplicité constructive peut aussi conquérir des distances continentales. Numéro 5. Farman. F-60 Goliath. Le Farman F-60 Goliath était essentiellement de l'architecture rurale avec des aspirations de vol.
Imaginez une construction de bois et de toile qui avait d'une manière ou d'une autre développé la capacité de s'élever du sol et de se maintenir dans les airs. Cette création française de l'après-guerre ressemblait plus à un projet de menuiserie qu'à une solution de transport, mais représentait exactement cela, l'avenir du vol commercial. Construit dans les années immédiatement postérieures à la Grande Guerre, le Goliath fut l'une des premières tentatives sérieuses de créer un aéronef dédié exclusivement au transport civil de passagers, à une époque où c'était de la pure science-fiction. Sa capacité jusqu'à 12 passagers dans un compartiment qui ressemblait plus à un wagon de train qu'à une cabine moderne était, en son temps, la définition du luxe aérien. Ces deux moteurs, situés stratégiquement entre les ailes supérieures et inférieures de sa configuration de biplan, ne promettaient pas de vitesse record, mais 6 fiabilités et portée respectables. En fait, il établit des routes régulières entre capitales européennes, démontrant que le transport aérien pouvait être une alternative pratique aux moyens terrestres et maritimes traditionnels. L'expérience de vol était intense. Chaque turbulence se ressentait directement. Chaque bruit du moteur s'entendait sans filtre. Mais cette immédiateté signifiait participer à une révolution technologique. Sa construction reflétait les limitations et possibilités de son époque. Les matériaux naturels comme le bois et le textile étaient plus accessibles et maniables que les métaux, tandis que le design à double aile fournissait la sustentation nécessaire pour soutenir sa structure considérable. Il ne gagnait pas de concours d'élégance, mais écrivit les premières pages de l'aviation commerciale. Parfois, faire l'histoire est plus important que d'avoir l'air bien en le faisant. Maintenant, descendons métaphoriquement vers l'eau pour découvrir un aéronef qui opérait tant sur terre qu'en mer. Numéro 6, Supermarine Walrus. Le Supermarine. Walrus avait l'apparence d'avoir été conçu par quelqu'un qui n'avait vu des avions qu'en description de seconde main. Son fuselage arrondi, ses petites ailes et son hélice située dans la position la plus étrange possible en faisaient une curiosité visuelle absolue. Créé par la même compagnie responsable du légendaire Spitfire, le Walrus avait une mission complètement différente. Il ne s'agissait pas d'élégance, mais de polyvalence extrême. Ce biplan amphibie pouvait opérer depuis la terre ferme ou la surface marine indistinctement, devenant l'outil préféré de la Marine royale britannique pour les tâches d'exploration, de surveillance et, crucialement, de sauvetage de personnel en situation d'urgence. Sa résistance était légendaire. Il pouvait amérir en océan ouvert, récupérer des survivants et retourner dans les airs en naviguant entre des vagues qui feraient naufrage des embarcations mineures. Son moteur, monté en configuration poussoir au-dessus de l'aile, faisait tourner l'hélice derrière l'équipage. Cette disposition, avec sa coque complètement métallique et ses ailes qui pouvaient se replier, lui permettait d'être catapulté directement depuis des navires de guerre. Littéralement, il le lançait dans les airs, comme s'il était un projectile avec des ailes. Malgré son apparence peu conventionnelle, le Walrus gagna le respect absolu de ceux qui l'utilisaient. Les équipages l'adoraient pour sa fiabilité, tandis que les ennemis le sous-estimaient constamment à cause de son aspect inoffensif. Il pouvait sembler assemblé avec des restes de chantiers navals et d'ateliers mécaniques, mais il volait, servait et sauvait des vies dans les théâtres d'opération les plus exigeants de la planète. Passons maintenant d'un aéronef amphibie à un réacteur qui décida de placer ses moteurs à l'endroit le plus improbable. Numéro 7. Antonov, An-72. Permettez-moi de vous présenter l'Antonov An-72, affectueusement connu sous le nom de Cheburashka, en l'honneur d'un personnage d'animation soviétique aux oreilles proéminentes. Une fois qu'on voit cet aéronef, le surnom prend tout son sens. Avec ses moteurs à réaction montés sur la partie supérieure des ailes,
l'an 72 ressemblait à un enfant portant un casque de réacteur. Il fut développé pendant les années 70 par l'Union soviétique pour affronter des conditions d'opération qui feraient reculer la majorité des aéronefs. Neige, boue, glace, pistes improvisées, l'an 72 ne connaissait pas le sens du mot « impossible ». Il pouvait décoller et atterrir sur des aérodromes arctiques non préparés, le convertissant en l'option favorite tant pour les missions militaires d'approvisionnement que pour les expéditions scientifiques en conditions extrêmes. L'emplacement insolite de ces moteurs n'était ni hasard ni excentricité. C'était l'application pratique de l'effet Coanda, un phénomène aérodynamique qui utilise l'échappement des moteurs pour diriger le flux d'air sur les ailes, augmentant dramatiquement la sustentation. En termes simples, ces moteurs situés au-dessus aidaient ce robuste aéronef à s'élever depuis des pistes qui seraient impossibles pour des designs conventionnels. Son intérieur était spacieux, fonctionnel et conçu pour faciliter la maintenance même par température sous zéro. Tandis que sa silhouette provoquait des regards curieux, les pilotes appréciaient sa capacité d'opération sur pistes courtes, sa contrôlabilité sur aérodromes compliqués et ses performances constantes. De plus, cette configuration supérieure de moteur protégeait les turbines de l'ingestion de pierres, sable et autres débris. Un problème réel quand on opère en Sibérie ou régions arctiques. Il ressemblait à un petit hippopotame avec des propulseurs, mais il était intelligent, résistant et extraordinairement efficace. Si les moteurs supérieurs ont soulevé vos sourcils, attendez de découvrir notre prochaine entrée. Un aéronef qui a pris le concept de multiples ailes, très au sérieux. Numéro 8, Caproni. K-60, Transaereo. Si Frankenstein avait été ingénieur aéronautique avec des tendances architecturales grandioses, il aurait probablement créé quelque chose de semblable au Caproni K-60 Transaereo. Cet aéronef n'a pas simplement défié les conventions, il les a démolies, piétinées et reconstruites selon sa propre logique extraterrestre. Avec 9 ailes organisées en 3 niveaux de triplans empilés, cette création ressemblait plus à un immeuble d'appartements avec des ambitions de vol qu'à quoi que ce soit lié à l'aviation traditionnelle. Il fut conçu en 1921 par le visionnaire italien Comte Gianni Caproni comme un hydravion transatlantique capable de transporter 100 passagers, essentiellement un hôtel volant, avant même que le concept existe. Sa structure rappelait plus un bateau à vapeur qu'un aéronef, avec des ailes qui s'étendaient vers les cieux et une structure de bois et toile qui atteignait 75 pieds de longueur. Il avait 8 moteurs et l'apparence d'une cathédrale aérienne plutôt que d'un moyen de transport. Lors de son second vol d'essai, oui, à peine le second, il réussit effectivement à décoller. Pendant quelques moments glorieux, il fut complètement aéroporté. Mais la gloire fut éphémère. La structure massive devint instable presque immédiatement, commença à osciller dans l'air comme une oie confuse et s'écrasa spectaculairement dans le lac Majeur, se transformant en débris trempés. Le pilote survécut, le rêve non. Malgré le désastre, la vision de Caproni ne fut pas complètement inutile. Le CA-60 démontra qu'il y avait des gens qui pensaient à grande échelle, vraiment grande échelle, concernant l'avenir du vol. Et bien qu'il n'ait pas eu de succès, il inspira les futures générations à poursuivre l'aviation commerciale long courrier. Il ressemblait à un hôtel que quelqu'un avait décidé de lancer depuis une falaise, mais représenta un pas audacieux vers l'avant. Mais l'Italie n'avait pas fini de nous surprendre. Notre prochaine entrée était essentiellement une tuyauterie volante, et c'était génial. Numéro 9, Stipa Caproni. Si le Caproni CA-60 était un hôtel avec des ailes,
le Stipa Caproni était une poubelle avec des rêves de grandeur. Construit en 1932, cette bizarrerie italienne ressemblait à un cylindre métallique géant auquel on avait attaché des ailes latéralement. Et pour être complètement honnête, c'est essentiellement ce que c'était. Mais sous son apparence comique se cachait une idée révolutionnaire qui aiderait à façonner l'avenir de la propulsion à réaction. Le Stipa Caproni fut un aéronef expérimental construit pour tester la propulsion par ventilateur canalisé. Tout le fuselage était essentiellement un tube creux géant, un précurseur conceptuel du moteur à réaction. À l'intérieur du tonneau se trouvait un moteur à piston standard avec hélice, mais grâce au design fermé, l'air était accéléré à travers le conduit, produisant une poussée de manière hautement efficace et douce. Il ressemblait à un aspirateur avec des ailes. Il volait bas, lent et constant. Sa vitesse maximale était à peine de 81 miles par heure, ne battant pas exactement des records. Mais l'important n'était pas à quelle vitesse il volait, mais avec quelle propreté et silencieusement il le faisait. Le fuselage tubulaire réduisait la turbulence, améliorait la poussée et, plus crucialement, planta une graine pour l'avenir. Les Italiens n'étaient pas sûrs de quoi en faire. Le design était si peu conventionnel qu'il ne dépassa jamais les tests expérimentaux. Mais des décennies plus tard, les ingénieurs revisitèrent les concepts en construisant les premiers moteurs à réaction. Le Stipa était étrange, oui, mais aussi très en avance sur son temps. Et soyons honnêtes, combien de tonneaux volants connaissez-vous qui aient influencé la technologie des réacteurs? C'était la preuve que parfois, le lait signifie innovant. Il suffit d'avoir la bonne perspective pour le voir. Mais notre sélection finale remporte le trophée de la bizarrerie. Il ressemblait à une tondeuse à gazon et volait comme de la pure fantaisie. Numéro 10, Hiller VZ1 Pony. Et nous arrivons à notre entrée finale, le Hiller VZ1 Pony, aussi connu sous le nom de la tondeuse volante, ce qui est franchement trop précis. Imaginez un couvercle d'égout avec des hélices dessous et un guidon au-dessus. Maintenant, imaginez un soldat debout dessus comme s'il montait un Segway à haut risque. C'est ça le pony. Construit dans les années 50, cette expérience américaine faisait partie du rêve militaire de fournir aux soldats leur propre plateforme de vol personnel. Pensez à Joe, le soldat rencontre foire aux sciences. Le VZ1 était petit, circulaire, et n'accommodait qu'un seul opérateur qui se tenait debout sur la plateforme, la dirigeant en s'inclinant dans la direction où il voulait aller. Dessous, 2 ventilateurs canalisés généraient de la sustentation, lui accordant la capacité de flotter quelques pieds du sol. Il pouvait décoller verticalement et était étonnamment stable grâce aux contrôles gyroscopiques automatiques. Sans ailes, sans cabine, sans train d'atterrissage. Juste une soucoupe volante avec des pédales. Il ne fut jamais conçu pour voler haut ou vite. C'était plutôt une plateforme d'exploration basse altitude, conçue pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille et sauter les obstacles. Aux essais, il fonctionna, plus ou moins. Il flottait, se déplaçait, faisait dire aux gens « Tiens, ça c'est quelque chose ». Mais les militaires se rendirent compte rapidement que donner à un soldat une tondeuse à gazon volante nécessitait aussi de lui donner une assurance au risque. Sa vitesse limitée, courte portée et vulnérabilité le rendaient impratique pour le combat réel. De plus, l'opérateur ressemblait à une cible de stand de tir. Comme c'était prévisible, le projet fut archivé. Malgré tout, le pony demeure comme l'une des tentatives les plus audacieuses et étranges de repenser la mobilité personnelle en zone de combat. Il ne s'éleva pas exactement vers les hauteurs, mais s'y décolla du sol. Et parfois, c'est suffisant pour entrer dans l'histoire. Et voilà, 10 aéronefs historiques qui semblaient un chaos absolu, mais volèrent, d'une manière ou d'une autre,
avec une élégance pure. Lequel fut votre préféré de la liste? Ou connaissez-vous quelques vilains petits canards aériens qui, selon vous, méritaient son moment dans les cieux? Laissez-le en commentaire. Et si ce voyage à travers l'aviation la plus insolite vous a plu, abonnez-vous car nous avons beaucoup plus de vols extraordinaires qui vous attendent. On se retrouve au prochain décollage.